émission radar numéro 167, intitulée Festival de carnage et sous-titrée Mortelles asymétries sociales. Alors, cette émission était initialement prévue en diffusion directe le jeudi 5 juin 2025, puis reportée au lendemain, pour finalement être avortée après seulement 7 minutes et 15 secondes à l'insu de notre plein gré, et sans que le logiciel payant Streamlab ne nous signale quoi que ce soit. Donc cette émission Radar 167 sera donc une émission selfie, comme toutes celles qui lui succéderont, qui seront enregistrées en direct de 19h à 20h, tous les premiers jeudis de chaque mois, avant d'être uploadées sur nos pages Radar Facebook et YouTube entre 23h et minuit. Donc bonsoir ou bonjour à toutes et à tous, cela ne dépendra dorénavant que de votre heure de visionnage de notre émission. Depuis un trimestre, les robots de Facebook France ont été reprogrammés pour effacer les fichiers vidéo diffusés en direct au terme d'un délai d'1 mois après leur diffusion. Depuis un trimestre, nous rechargeons donc systématiquement nos émissions effacées afin qu'elles restent disponibles. Cela remet le compteur du nombre de visionnages de celles-ci à 0, mais on s'en fout. Notre but n'a jamais été de faire de l'audience dans le cadre péripatéticien du modèle économique dominant, le caca, le pipi, le capitalisme. Alors l'entreprise Facebook a modifié fin du mois dernier les algorithmes de ses robots modérateurs. Notre émission Radar 51, quelle prévention sanitaire et sociale, elle en a fait les frais le jeudi 24 mai 2018. Ce qui nous a valu de recevoir le 24 mai 2025 vers 16h30 ce charmant message informatique suivant. Nous avons supprimé votre vidéo. Pourquoi cela est arrivé? La vidéo peut inclure de la nudité ou des actes sexuels. Cela va à l'encontre de nos standards de la communauté sur la nudité et les actes sexuels. Alors, j'ai immédiatement cliqué sur le bouton bleu en bas de l'avis de condamnation automatique pour suspicion d'infraction aux règles définies par et pour l'entreprise Facebook, bouton intitulé « Demander un examen » et sous lequel il est précisé qu'il me reste 179 jours pour effectuer ce recours. Moins d'une demi-heure plus tard, et parce que la politesse ne fait visiblement pas partie des solutions techniques ni des règles entrepreneuriales indispensables à une efficace modération par programmation neuronale, je reçois automatiquement ce message personnalisé d'un familier Roger. Alors, nous avons restauré votre vidéo. Bonjour Roger, nous avons constaté que nos solutions techniques ont fait une erreur en retirant votre vidéo. Merci d'avoir pris le temps de demander un examen et de nous aider à améliorer nos systèmes. Notre priorité est d'assurer la sécurité et le respect au sein de la communauté. C'est pourquoi nous devons parfois prendre des précautions. Conclusion. Lorsque le principe de précaution se substitue automatiquement à la présomption d'innocence, il vaut mieux avoir une émission radar effacée que d'être trucidé par un robot à cause d'une solution technique défaillante. Au mieux, nous sommes des cobayes non consentants et des collaborateurs non rémunérés, participant à l'insu de notre plein gré à l'apprentissage d'un réseau électronique de neurones dédié à la censure conditionnelle et privée de notre droit constitutionnel à la libre expression. Rappelons à l'entreprise Facebook France que le fichier vidéo de notre émission Radar numéro 42 du jeudi 15 mars 2018, intitulé « Légitime défiance », il est toujours porté disparu, comme feu le journaliste Jamal Khashoggi. Alors les erreurs
les erreurs effectuées par les automates bureaucrates des gouvernances publiques et ou privées qui imposent sur leur territoire numérique des règles et des standards sont les coups de matraque virtuels d'une répression sournoise de nos droits les plus élémentaires. Alors ces itérations d'erreurs techniques érodent progressivement le respect de la présomption d'innocence, le respect de la liberté d'expression et, in fine, le respect de tous nos droits fondamentaux. Elles sont les prémices d'un fascisme numérique mondialisé, imposé subrepticement par toutes les automatiques convergences d'intérêts de groupes capitalistes de dimension planétaire, dirigés par de véloces et voraces cerveaux électroniques intrinsèquement dénués de toute empathie. S'il existait un festival de carnage 2025, les membres de son jury n'auraient pas pu se mettre d'accord pour décerner à un État, à une fédération d'États, à un groupe paramilitaire, voire à une instance internationale, publique et ou privée, la Palme d'Or du carnage 2025. Nous avons tort de dire « notre monde », voire « notre planète ». L'emploi du pronom possessif « nôtre » nous permet de toucher d'un doigt philosophique, voire diplomatique, voire éthologique même, l'origine même de tous les carnages perpétrés par des êtres violents, archaïques et stupides, qui amalgament sciemment territoire, culture, croyances et populations. Il ne s'agit pas de notre planète, il s'agit de la planète à laquelle appartiennent des millions d'espèces vivantes, dont la nôtre. Malheureusement, parmi ce qui reste de la biodiversité de ces millions d'espèces vivantes terrestres, certains individus de la nôtre se prennent pour des demi-dieux, voire des dieux à part entière. Ces individus sont de dangereux et obsolètes fossiles vivants. Tout droit sortis des premiers temps archaïques de notre courte histoire, véritables patriarches virilistes, leur ridicule délire malsain, arche spatiale, grande Russie, et pourquoi pas reconstruction du temple de Jérusalem, ont d'irréversibles conséquences écologiques, donc sanitaires et sociales. Logotypes, drapeaux, hymnes sont les reliquats ostentatoires de la survivance d'un malsain fanatisme culturel. Ils sont les nuisibles dénominateurs communs de tous les gens qui sont nés quelque part, comme le chantait Georges Brassens. Les compétitions sportives internationales se substituent aux croisades et autres fatwas. Les foules hystériques et historiques restent prêtes à éradiquer tout ce qui ne partage pas leur enthousiasme sportif, national, voire confessionnel. Compétition, concurrence, plan, défi, objectif, le temps, c'est de l'argent. Rien n'est nouveau, pas même l'art nouveau. Rien n'est moderne, pas même le modernisme. Tout est éternellement cyclique, pour le meilleur et pour le pire, et jusqu'à ce que la mort nous fasse définitivement sortir du nucléaire. D'ici là, restons maîtres de nos tempos. Avançons prudemment, chaoté au sens spinozien du terme, avec une lenteur sûre, posément, ne sacrifions pas à l'anxiogène immédiateté des médias de masse, à ce chronocentrage permanent, cette artificielle urgence militaro-industrielle nucléarisée. Cette anxiété entretenue médiatiquement est pure propagande. Les oukases douanières d'un impuissant macho gâté pourri ne donnent malheureusement pas le la des derniers instants frénétiques d'un capitalisme mondialisé, dont les innombrables victimes cherchent désespérément à reprendre leur souffle dans un environnement durablement empoisonné par tous les corollaires physico-chimiques de tous les objectifs de dividendes à 2 chiffres. On aimerait pouvoir dire, si gisent le progrès, la croissance et toutes les mortelles, illusoires, innombrables et vaniteuses prétentions capitalistes,
mais ce sont toujours et encore les plus vulnérables qui tombent comme gibiers et promeneurs en période de carnage cynégétique républicain. L'actualité est à l'information, ce que la nouveauté est à l'inventivité. Actualité. Le 28 mai 2025, la Cour administrative d'appel de Toulouse a accordé le sursis à exécution demandé par l'État français et par l'entreprise de BTP Atosca. Les travaux du chantier de l'A69 qui doit permettre de relier plus rapidement Toulouse à Castres peuvent donc légalement reprendre. Une victoire militaro-industrielle de la bureaucratie française sur toutes les oppositions à l'artificialisation des sols et à ses nuisibles conséquences écologiques, dérèglement climatique, inondations, perte de biodiversité et effondrement des populations d'insectes. Actualité. Alors qu'il circulait jeudi 22 mai dernier à 23 h dans le 19e arrondissement de Paris, un cycliste a été plaqué au sol et menotté par un groupe de policiers, parce qu'il était courageusement intervenu, sans violence ni insulte, pour tenter de faire cesser les interpellations très musclées de jeunes personnes de couleur, tétanisées par la violence et les insultes de la bande de voyous assermentés dont ils étaient les victimes impuissantes. Information. Monsieur Gérald Darmanin, ami et soutien du kleptocrate Nicolas Sarkozy, a été nommé ministre d'État, garde des Sceaux, ministre de la Justice, par décret régalien du 23 décembre 2024. Actualité. Le 5 mai 2025, l'ancien patron de Framatome, Bernard Fontana, est nommé par le gouvernement constitutionnel de l'État français président directeur général d'EDF France, Électricité de France. Alors les industriels, véritables junkies, accros à l'abondante ressource électronucléaire nationale bon marché, se souvenir de l'affaire de Patrice Pelat et qui a fait les choux gras de François Mitterrand, ont obtenu le départ de l'ancien PDG d'EDF, qui était un frein au respect de leurs exigences militaro-industrielles de tarifs préférentiels. Bien sûr, cette politique ne pourra être financièrement équilibrée qu'au détriment sanitaire, social et économique de toutes les populations et de tous les contribuables, directs ou indirects, c'est-à-dire avec ou sans papier. Information. En 2024, 855 personnes sans domicile sont décédées en France. En 2012, elles étaient 485 à mourir sur la voie publique ou dans des abris de fortune sans loyer à payer ni facture EDF. Cette information nous donne l'exacte mesure des progrès sanitaires et sociaux réalisés en France durant la dernière décennie, grâce aux actions politiques de tous les partis nationaux, agréés électoralement par l'unique constitution de la Ve République française de 1958. Alors, doit-on être scandalisé par ces hommes et ces femmes, mais aussi ces enfants, contraints de survivre sur les trottoirs de nos cités, persécutés par des bandes de voyous assermentés, dont la plupart sont affiliés au syndicat Alliance de la police nationale française, syndicat qui avait exigé par tract en 2013 le retrait de la protection des locaux et du personnel du journal Charlie Hebdo, et avait obtenu de l'État français la réduction du dispositif de protection, avec les conséquences létales du 7 janvier 2015. Ce qui devrait nous scandaliser, c'est que ces mêmes bandes de voyous assermentés protègent efficacement et à nos frais, sans exiger cette fois-ci, par tract, d'être employés à des tâches plus républicaines, quelques psychopathes accaparateurs capitalistes qui, dans le cadre d'un festival de l'industrie cinématographique, viennent ancrer leur yacht au large de la ville de Cannes. Oui, ceux-ci sont beaucoup trop grands pour être amarrés au port. Des bâtiments de plus de 100 mètres de long qui consomment entre 500
et 1000 litres de fioul à l'heure. Comment pourrons-nous rapidement imposer à ces dangereux et nuisibles grands malades des revenus plafonnés et un patrimoine restreint à leur seul usage quotidien? Ces scandaleuses asymétries sociales engendrent des tensions fortes entre classes sociales. Pour faire contre-feu aux inévitables incendies que déclenchent régulièrement celles-ci, les capitalistes et leurs nervis en dénoncent d'autres, avec un art cinématographique et médiatique achevé. Le MEDEF peut revendiquer la paternité de l'asymétrie sociale médiatiquement entretenue entre travailleurs salariés et allocataires du RSA. Travailleurs salariés exploités et allocataires du RSA socialement exclus. Alors, ces derniers sont dénoncés comme étant des parasites, des feignants, alors que salariés et allocataires sont les premières victimes du lucratif chômage structurel, entretenu par les synergies bureaucratiques instituées par tous les patronats des États membres de l'unique gouvernance intergouvernementale de l'Union européenne. Sur les territoires européens et outre-marins, gérés par le complexe militaro-industriel nucléaire français, les véritables parasites touchent des milliards d'euros de crédits d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, profitent de la flat tax et se réjouissent du moratoire à reconduction électorale tacite de l'impôt sur la fortune depuis 2017. Avant 2007, les lois françaises interdisaient à une entreprise de posséder à la fois une radio, une chaîne de télévision et un journal. C'est ce que l'on appelait la règle des 2 tiers. Ces lois avaient pour fonction d'éviter que quelques groupes n'aient un contrôle monopolistique de l'information. Ces lois ont été abolies en 2008, au début de la législature du kleptocrate Nicolas Sarkozy. Le patronat a pu ensuite légalement et rapidement investir massivement dans les médias de masse. Aujourd'hui, des propriétaires fortunés répandent quotidiennement et impunément leur propagande capitaliste qui présente la guerre comme une option inévitable, voire comme une opportunité économiquement souhaitable, et l'éventualité d'une guerre civile comme une saine réaction patriotique vis-à-vis d'un grand remplacement fantasmé du territoire national par des étrangers. Bien sûr, tout cela se produit au détriment de la diversité des idées, condition nécessaire, mais malheureusement non suffisante, à des pratiques sociales respectueuses de toutes et tous. Et à l'application des lois, qui sont qualifiées de scélérates, voire d'une application délicate, lorsqu'elles ont l'audace de vouloir s'appliquer aux activités délictueuses voire tueuses des riches, ainsi qu'à celles de tous leurs nervis politiques. Le MEDEF a rétrospectivement remercié Nicolas Sarkozy pour service rendu au capitalisme mondialisé à travers une tentative médiatique foireuse de blanchiment de sa réputation. Visiblement, il reste en France encore quelques magistrats intègres et courageux. Par pathétiques et populistes pantins médiatiques interposés, les entreprises du CAC 40 dressent leurs innombrables victimes les unes contre les autres. Salariés contre chômeurs allocataires, jeunes contre vieux, hommes contre femmes, croyants contre athées, croyants contre croyants, blancs contre racisés, de nationalité française contre sans-papiers, j'en passe, et des meilleurs. In fine, sans conflit, même sans conflits sociaux, produire et vendre de manière lucrative les 1001 nouveaux moyens technologiques efficaces pour identifier, traquer et éradiquer serait un vrai casse-tête, sans que soient rabâchés en boucle permanente par tous les médias de masse tous les oxymores du prêt-à-penser spéciste et raciste, qu'il s'agisse de la violence des jeunes, de la limace vorace, de la question juive, de la fourmi envahissante, des islamo-gauchistes, des allocataires fraudeurs, etc., etc. Celles et ceux qui arment les cœurs revêtent donc une vitale importance stratégique pour tous les psychopathes accaparateurs capitalistes, sponsors institutionnels et en partenariat public-privé de toutes les factions militaires et paramilitaires, c'est-à-dire celles et ceux qui finalement arment les bras
et affame les bouches, hein, qu'il désire voir définitivement fermées. Actualité, lemonde.fr, dimanche 1er juin 2025. Dans le Var, un homme tue son voisin tunisien par balle et diffuse des vidéos racistes. Souvenons-nous, il y a 30 ans de cela, le leader du Likoud et futur Premier ministre, Benjamin Netanyahou, accusa le gouvernement israélien d'être déconnecté de la tradition juive et des valeurs juives. Monsieur Benjamin Netanyahou prit la parole lors de manifestations organisées par les adversaires des accords d'Oslo. Manifestations au cours desquelles des colons sionistes agitaient publiquement des pancartes représentant le Premier ministre de l'époque, M. Yitzhak Rabin, dans un uniforme nazi de la SS, ou explicitement dans le viseur d'un sniper. M. Yitzhak Rabin fit remarquer à M. Benjamin Netanyahou qu'il était complice de ces violents et insultants appels au meurtre, ce que ce dernier nia énergiquement, et cela seulement quelques jours avant l'assassinat, le 4 novembre 1995, du Premier ministre de l'État israélien de l'époque, M. Yitzhak Rabin, par un individu certainement persuadé que l'assassinat politique faisait partie des traditions et des valeurs juives. Le 10 novembre 2004, Yasser Arafat est exfiltré d'urgence pour raisons sanitaires depuis Ramallah en Cisjordanie, où il était en résidence surveillée par l'État israélien, vers l'hôpital militaire français de Clamart, où il décédera dès le lendemain, à l'âge de 75 ans, des suites d'une mystérieuse et courte maladie. Alors, à la demande de sa jeune veuve, parce que bon, Yasser Arafat était marié à une jeune femme d'une trentaine d'années, son corps sera inhumé en 2012 pour suspicion d'assassinat au polonium-210. Les prélèvements effectués seront envoyés à un laboratoire français, à un laboratoire russe et à un laboratoire suisse. Les experts français et russes proposeront, pour justifier la présence de polonium-210 dans tous les prélèvements, que cette présence est le résultat de la présence de radon dans la tombe, qui, durant les 8 années entre l'inhumation et l'exhumation, a transmuté en polonium-210. L'équipe suisse fera remarquer que selon l'hypothèse franco-russe, elle n'a pas dit que c'était du flan, mais le taux en polonium-210 devrait être identique dans toute la sépulture. Bah oui, si c'est du radon, il y a du radon partout dans la sépulture, et donc quand il transmute, il y a du polonium-210 réparti dans toute la sépulture et de manière uniforme. Mais malheureusement, c'est en contradiction avec les mesures effectuées. Voici ce qu'a déclaré à ce sujet l'expert suisse. Si l'explication par le radon était suffisante, on devrait avoir les mêmes valeurs dans tous les échantillons de terre prélevés dans la tombe. Mais nous avons observé des valeurs de polonium-210 17 fois plus élevées dans les échantillons prélevés juste sous le cadavre par rapport aux échantillons prélevés plus loin. Polonium-210, n'est-ce pas la marque de fabrique nucléaire du vengeur masqué, défendeur de l'orthodoxie des traditions et des valeurs de la Russie unie, et réunie avec l'Ukraine par la même occasion, et des intérêts de l'entreprise Gazprom? Là, non, c'est 3 années plus tard, en 2015, au moment, c'est ça, les attentats de Charlie Hebdo, 2015, le parquet de Nanterre décide bureaucratiquement de classer sans suite l'enquête sur la mort de Yasser Arafat. Alors, Gaza Marine ou Léviathan? Partage ou carnage? C'est sur ces 2 questions en suspens que je vais passer la parole à notre ami Pierre Merechkowski. Oui, bonjour Roger, bonjour Radar. Voix annonce. Pour assurer votre sécurité, vos sacs et bagages peuvent être contrôlés par nos agents de sécurité.
Ne vous séparez pas de vos effets personnels et signalez-nous tout objet abandonné, comportement ou situation inhabituelle. Elle, tu sais qui je suis. Dis, tu sais qui je suis. Lui, tu crois qu'elle va revenir. Elle, tu crois qu'elle va revenir. Lui, quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Lui, tu crois qu'elle va venir? Elle, je ne ferai jamais de travaux chez moi, jamais. Lui, réponds-moi, pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Elle, les oiseaux chantent. Il, je m'en fous des oiseaux. Elle, ding dong, ding dong, ding dong. Par respect pour les autres voyageurs, si vous transportez une trottinette, celle-ci doit impérativement être pliée. Merci. Lui, merci, 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 merci. Elle, tu l'as écrit, tu l'as écrit. Lui, et alors? Elle, tu l'as écrit, tu l'as écrit. Lui, je ne t'ai pas téléphoné à 19h, alors que je t'avais dit que je te téléphonerais à 19h30. Elle, et alors? Et alors? Elle, tu l'as écrit. J'aurais dû te téléphoner hier soir à 19h30, puisque je t'avais dit que je te téléphonerais à 19h30. Elle, je ne sais pas pourquoi je ne t'ai pas appelé hier soir à 19h35 comme je te l'avais dit. Lui, 19h35. Elle, 19h30. Lui, elle, ça tourne en rond, ça tourne en rond, ça tourne en rond. Au revoir. Merci Pierre. À bientôt. À bientôt. Radar. À notre prochaine émission. Les puissances militaro-industrielles, États et transnationales, tisent des complicités qui dépassent tous les clivages confessionnels et ou idéologiques lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts supérieurs du capitalisme mondialisé. Les puissances militaro-industrielles, États et transnationales dénoncent comme terroristes les actions de tous les défenseurs des droits des populations, afin de pouvoir poursuivre en bande organisée leurs lucratives activités criminelles, tout en épuisant les ressources naturelles et en poursuivant les carnages au sein de la biodiversité terrestre. Les puissances militaro-industrielles, États et transnationales, grâce à de longues et coûteuses procédures judiciaires internationales, épuisent financièrement toutes les oppositions à leur pillage destructeur, tous les opposants à leur carnage militaro-industriel. Les propagandistes capitalistes infiltrent des mouvements écologistes et parviennent à noyauter leurs états-majors pour qu'ils tiennent des discours accompagnateurs au sujet de toutes les nouveautés agréées par l'écologie militaro-industrielle, notamment en termes de production industrielle centralisée d'énergie électrique. Certains de ces mouvements prétendument écologistes sont des mouvements paramilitaires. Leurs activistes confondent technologies et industries, à l'instar de l'activiste et mathématicien américain Theodore Kaczynski. Ils prétendent combattre le capitalisme et ses carnages en détruisant par le feu des réalisations techniques et en préconisant la destruction de tous les livres dédiés aux technologies. La violente stupidité de ces tristes cires qui pratiquent régulièrement des autodafés de véhicules électriques dotés de batteries au lithium, sans jamais se soucier des conséquences écologiques directes et indirectes de leurs actes, sont du pain béni pour tous les médias de masse patronaux. Du bon grain à moudre pour alimenter la perpétuelle criminalisation médiatique de toute forme d'opposition au nuisible mythe de la sainte croissance économique et du progrès technologique, comme solution finale sans cesse reportée à tous les durables empoisonnements militaro-industriels. Ignore-t-il que chaque prétendue nouvelle solution technique apporte avec elle 10 insolubles problèmes écologiques? Brûler des véhicules Tesla en France ou incendier une usine d'armement en Fédération de Russie sont deux actes radicalement différents. Le premier
est stupide et contre-productif. Le deuxième est courageux, anarchiste, car réellement antimilitariste. Actualité des carnages. Inde-Pakistan, Israël-Hamas, Russie-Ukraine, Afrique-Reste du monde, etc. Information sur l'origine de tous les carnages. L'absence de volonté de partage, voire la volonté institutionnelle militaro-industrielle d'accaparement de ressources naturelles et humaines de territoires convoités. L'actualité est toujours chronocentrage éditorial. Cette opportune focalisation temporelle des médias fait du moindre fait divers la carte d'une réalité sociale officielle où la violence est irréversiblement associée à la jeunesse et le péril à l'étranger. Les cartes de ces stupides et virilistes custers, qui ne sont pas des écologistes bidon futés, sont géocentrées proportionnellement au nationalisme intrinsèque de leur projection spatiale, avec, bien sûr, la sacro-sainte représentation cadastrale des frontières nationales, agréées internationalement. Si le territoire auquel vous appartenez se situe dans l'hémisphère nord, alors le nord de vos cartes sera invariablement en haut de celle-ci. Car, de manière implicite, le nord a pour vocation à dominer le sud et non à se faire grandement remplacer par lui. Et, par voie de conséquence, l'ouest est à gauche et l'est à droite, ce qui est dans le sens de lecture des écrits officiels de l'Organisation des Nations Unies, en langue anglaise et en langue française, car, comme toute vérité officielle manuscrite, charité bien ordonnée commence par soi-même, comme le prétendait l'anarchiste Élisée Reclus. Dans ses écrits cartographiques, la carte n'est pas le territoire. La carte est représentation du territoire. Les choix techniques qui prévalent à cette représentation par projection planaire nous en apprennent plus sur l'auteur de la carte que sur les territoires qu'elle est censée représenter. Voici la carte officielle de la planète Terre, agréée par les autorités chinoises depuis 2012. Elle est le résultat des travaux du cartographe chinois Hao Xiaoguang. La verticalité est le premier choix culturel de cette projection planaire du globe terrestre. En effet, traditionnellement, le chinois mandarin, le japonais et le coréen sont écrits en colonnes allant du haut vers le bas et en s'ordonnant de droite à gauche, chaque nouvelle colonne commençant à la gauche de la colonne précédente. C'est ainsi qu'il faut lire cette carte chinoise. Elle affiche clairement l'humble volonté chinoise d'imposer en douceur ses normes culturelles, sociales, bureaucratiques et comptables. Les droits humains fondamentaux comme la liberté d'expression et la liberté de circulation deviennent des crédits sociaux accordés ou supprimés par des autorités bureaucratiques étatiques assistées par d'automatiques logiciels de programmation neuronale, eux-mêmes couplés à un réseau dense de surveillance vidéographique. Fini les longues et lentes procédures juridiques. Fini aussi toute forme d'appel suspensif, sauf en cas de recours de l'État, comme dans le cas de la A69 pour l'État français. Alors, le sort des populations ouïghours turcophones de la région autonome chinoise de Xinjiang devrait nous prédisposer à plus de discernement dans nos rapports avec les États, fussent-ils français, chinois, voire belges, et dans notre consommation de coton bio, très bon marché, notamment lorsqu'il provient de la rééducation par le travail, encadrée par les cadres du Parti républicain populaire chinois, de populations locales rebelles à toute forme de crédit social. Ainsi, parce que tous les États ont des origines confessionnelles, ils sont même, pour ceux devenus laïcs, intrinsèquement fascistes. Tous les États désignent des boucs émissaires, des individus qu'il faut exclure du champ social. À cette fin, il faut pouvoir les rendre visibles,
L'usage de la rouelle jaune ne fut que le précurseur historique européen de l'étoile jaune nazie. Cet ennemi est avant tout un ennemi intérieur. Il sape les bases mêmes de l'orthodoxie nationale. Voilà pourquoi cet ennemi doit perdre tous ses droits civiques afin d'être abaissé au rang de bien mobilier que grâce à notre éducation commune spéciste, nous rejetterons par fier devoir bureaucratique, donc sans remords aucun, vers l'injuste condition animale. Ou la solution finale du bétail de l'histoire reste toujours le droit régalien du maître du territoire national ou du propriétaire de l'élevage ou la même chose de l'entreprise capitaliste privée. Voilà une des raisons pour lesquelles les vitaux appétits des milliards d'êtres humains que nous sommes, piégés dans le carcéral cadre capitaliste de l'enchevêtrement consumériste mondial, sont automatiquement transmutés en carnage dans le respect des objectifs capitalistes de croissance économique qui sont communs à tous les complexes militaro-industriels. Cette concurrence permanente, totale, entre complexes militaro-industriels dans le cadre de l'épuisement des ressources naturelles non renouvelables engendre, sans aucun complot, sans aucun plan diabolique ourdi secrètement par quelques grands prêtres sacrifiant régulièrement des enfants à un culte satanique dans l'arrière-boutique d'une pizzeria, cette concurrence exacerbée engendre tous les carnages quotidiens que subissent toutes les populations, qu'elles soient humaines ou non humaines. Merci aux développeurs du logiciel open source Avogadro qui me permettent de vous montrer des représentations schématiques de structures moléculaires. Le 2 mai 1915, la chimiste Clara Haber, née Clara Immerwahr, juive et chimiste, comme l'était Primo Levi, se suicida avec l'arme à feu de son mari Fritz Haber, qui quelques jours auparavant avait été absent du domicile conjugal pour pouvoir superviser personnellement l'emploi, sur le terrain du premier conflit mondial, de son gaz de combat, l'hypérite alias gaz moutarde, qu'il avait scientifiquement et techniquement mis au point à la demande de l'armée allemande. Malheureusement, les scrupules de Clara n'étaient pas ceux de son ambitieux mari Fritz. Ce n'est pas pour ce gaz cytotoxique, toxique pour les cellules, et vésicant, qui produit des vésicules, tant sur la peau que sur les bronches, et qui avait aussi la fâcheuse particularité technique de traverser le caoutchouc naturel des bottes, des gants et des masques, que le chimiste Fritz Haber se verra octroyer le prix Nobel de chimie en 1918. Mais pour son procédé de synthèse de l'ammoniac à partir de dihydrogène et de diazote porté à haute pression et haute température. Procédé qui fera sa fortune grâce à son acquisition par l'industriel allemand Karl Bosch. L'ammoniac reste la molécule de base essentielle pour l'agrochimie, les engrais, l'industrie de l'armement, les explosifs, et les produits réfrigérants. Aujourd'hui, en France, la concentration aérienne de l'ammoniac fait de lui un polluant acidifiant. Et sa concentration dans l'eau provoque une prolifération excessive de végétaux, notamment des algues. Cet excès d'ammoniac dans la biosphère nationale est à 94% d'origine agro-industrielle. C'est spécifiquement l'élevage, à cause de ses fumiers et de ses lisiers, qui en représente la première source. Merci la FNSEA, merci les ministères de l'agriculture, enfin on devrait dire de l'agro-industrie. Merci le Crédit Agricole, première banque mondiale au niveau des échanges d'oseille. Fritz Haber sera un des instigateurs du groupe chimique IG Farben. Juif d'origine, Fritz Haber meurt protestant converti d'une crise cardiaque au cours de son voyage d'exil vers la Palestine sous mandat britannique le 29 janvier 1934. Le régime nazi, que Fritz Haber fuyait, utilisera à partir de septembre 1941 sur des centaines de prisonniers de guerre russes et de prisonniers malades, un produit chimique initialement destiné à désinsectiser la cale des bateaux, le tristement célèbre Zyklon B. Le Zyklon B
est un pesticide dont la production mondiale annuelle est de 2 millions de tonnes. Cette molécule est simple et efficace, un peu comme Elon Musk. Elle tue en inhibant le transport de l'oxygène par l'hémoglobine. Ce que faisait antérieurement à son usage criminel par le régime nazi, le monoxyde de carbone, CO, dans le cadre de la politique d'euthanasie des handicapés qui avait précédé en Allemagne nazie les génocides des populations juives et roms, tziganes, gitans, bohémiens, manouches, romanichels ou encore gens du voyage d'Europe. Rappelons que 50 amandes amères ingérées en une seule prise peuvent causer la mort d'un homme adulte en pleine santé. L'amande amère se distingue de l'amande douce par son goût plus ou moins amer. Elle est très toxique. Elle contient une phytotoxine de la prunazine dans une concentration importante, 0,25% du poids de la graine. Cet élément devient poison violent pendant la digestion ou au contact de l'eau, en se transformant en acide cyanhydrique qui est la forme diluée du cyanure d'hydrogène, alias Zyklon B. Rassurez-vous, la totalité des amandes commercialisées sont des amandes douces. Méfiez-vous seulement des graines amères des amandiers sauvages qui défendent leur descendance de la voracité naturelle des insectes, des rongeurs et des oiseaux. Alors les oiseaux sédentaires qui voient leur cerveau rapetisser lorsqu'ils survivent sur des territoires durablement contaminés au césium 137, les oiseaux utilisent partout pour fabriquer leur nid tout ce qui est à leur disposition, même et malheureusement des fibres d'amiante, participant ainsi à l'insu de leur plein gré et au péril de leur santé à la dispersion de ces mortelles fibres minérales. Alors, les fibres d'amiante, et là c'est une représentation d'amiante chrysotile, l'amiante blanche, qui constitue 99% de la consommation industrielle d'amiante. Ces fibres sont constituées de feuillets, comme vous pouvez le voir sur ce visuel, et donc cristal de magnésium avec en dessous la fameuse molécule d'oxyde de silicium tétraédrique, et donc il y a des contraintes chimiques et des contraintes physiques qui font que ces feuillets s'enroulent sur eux-mêmes, et en fin de compte c'est cet enroulement qui va créer la fibre, et donc cette fibre est très résistante au feu, et forte résistance mécanique, forte résistance au feu. Voilà, et donc les cellules des membranes qui entourent les poumons, donc les cellules mésothéliales et les macrophages, donc les cellules spécialisées dans l'évacuation des corps étrangers par phagocytose, lorsqu'elles sont exposées aux fibres d'amiante, génèrent des espèces réactives de l'oxygène, des radicaux libres, et des espèces réactives de l'azote, qui endommagent l'ADN. Alors les cellules mésothéliales et les macrophages exposés aux fibres d'amiante libèrent une variété de cytokines et de facteurs de croissance qui induisent l'inflammation et facilitent la transformation en cellules malignes des cellules mésothéliales dont l'ADN a été précédemment endommagé. Les fibres d'amiante ont aussi la propriété de pouvoir absorber des molécules chimiques tels les hydrocarbures aromatiques polycycliques, mais aussi des métaux et des macromolécules biologiques, protéines, acides nucléiques, ce qui entraîne une dangereuse accumulation de molécules, dont certaines sont cancérogènes. Je vais laisser la parole à la militante et amie Virginie Duperroux, dont la famille a payé un lourd tribut aux politiques militaro-industrielles de l'État français, à travers les conséquences sanitaires des criminelles activités industrielles du comptoir des minéraux et matières premières, CMMP, officiellement en activité de 1937 à 1975, en plein cœur de la ville d'Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. Bonjour Roger, donc je suis Virginie Duperroux, je suis la secrétaire de Banasbestos France, association membre d'un réseau mondial de lutte contre l'amiante. Banasbestos veut dire interdire l'amiante. Je suis la fille et la petite-fille de victimes environnementales du comptoir des minéraux et matières premières CMMP d'Aulnay-sous-Bois.
qui a broyé de l'amiante en plein centre-ville d'Aulnay de 1938 à 1975 officiellement. Vous voyez, j'ai voulu aller trop vite, mais le comptoir des minéraux et matières premières a fermé ses portes en 1991 en laissant les lieux bourrés d'amiante, ce qui laisse supposer que en 1986, de toute façon, on les retrouve encore en tant que revendeurs dans l'annuaire de la chimie. Voilà à peu près pour les présentations. J'ai perdu ma grand-mère Simone du Pérou d'un mésothéliome, donc cancer de la plèvre, qui témoigne spécifiquement d'une exposition à l'amiante en 1978. Et mon père, son fils cadet, Paul du Pérou, en 2015. Il y a plusieurs autres membres de ma famille d'impactés. J'ai voulu témoigner, je l'ai fait, ainsi que mon père, mais post-mortem, dans mon livre « Amiante et mensonges, notre perpétuité », sous-titré « Journal de Paul et Virginie », qui va paraître avec une 3e édition complétée d'ici quelques semaines et dont les bénéfices sont tous reversés à Banasbestos France. Le CMMP, c'est 358 victimes retrouvées par les associations pour des milliers d'autres qui n'ont pas encore été retrouvées. Il y a eu une étude faite à ce sujet, une étude d'impact en 2012 par la chercheure et sociologue Anne Marchand. Je voulais aussi vous préciser que les humains ne sont pas les seuls impactés donc par les mortelles fibres d'amiante, quel que soit d'ailleurs le type d'amiante. Il y en a 6 types en tout, et le plus commun est l'amiante blanc, chrysotile. À Aulnay, il y a eu beaucoup de broyage d'amiante bleue en provenance des mines d'Afrique du Sud, et l'amiante bleue est réputée être le plus dangereux, même si toutes les variétés, je le répète, sont cancérigènes, et même s'il n'y a pas de zone seuil. C'est un cancérogène sans seuil. À Aulnay, c'est une histoire commune. Les oiseaux prenaient les fibres d'amiante pour réchauffer leur nid. Ce qui laisse supposer d'ailleurs que des fibres d'amiante, il y en a encore dans quelques greniers aux alentours de l'usine. C'est évident. Et l'amiante impacte tout ce qui respire. Mon épagnol breton, Stanley, adopté en 2006, en a fait les frais aussi. Il est mort d'un mésothéliome, mon chien. Il avait vécu les 4 premiers mois de sa vie dans un élevage en Saône-et-Loire, à Gilly-sur-Loire, l'élevage de la rue Fleury, plus précisément. Et Stanley, né à tout de la rue Fleury, a été contaminé les 4 premiers mois de sa vie, puisqu'il y avait de l'amiante dans son élevage. Voilà, donc c'est malheureusement commun aussi chez les non-humains. Je voulais le préciser. Donc un petit état des lieux pour terminer de l'amiante de nos jours. L'amiante en 2025 est encore extrait et vendu, exporté, extrait dans de nombreux pays. Donc les principaux pays producteurs maintenant, ce sont ces pays-là, la Chine, la Russie, le Kazakhstan. Et voilà, donc je vais terminer cette première intervention pour Roger enregistrée, en disant que l'extractivisme continue à tuer. Et bien sûr, on parle de l'extractivisme au-delà de l'amiante, domaine que je vais réserver à mon ami Roger Nimot. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. Merci Virginie, à bientôt. À très bientôt, merci. Au revoir. Les propriétés d'absorption des fibres d'amiante sont utilisées par l'industrie chimique pour créer des membranes de filtration des saumures avant l'électrolyse nécessaire pour la production de chlore et de soude caustique, 2 produits chimiques indispensables pour de nombreuses productions militaro-industrielles. La soude caustique représente un marché annuel de 29,4 milliards de dollars. Elle est indispensable dans la production de pâte à papier et cartonnage ainsi que dans le traitement des eaux. Les 44 millions de tonnes de chlore produites annuellement
sont indispensables à la production de pesticides, de polymères, alias matières plastiques, dont le polychlorure de vinyle, alias PVC, mais aussi la production de produits réfrigérants dans lesquels chlores et fluors se disputent la palme de la dangerosité. Nos véritables ennemis mortels sont invisibles. Ces poisons industriels ne sont pas répandus sciemment dans la biosphère terrestre. Ces pollutions durables et cumulatives, poisons chimiques en tout genre, métaux lourds, amiante, fibres de carbone, nanoplastiques, sont les résultats de procédés industriels brevetés qui ne requièrent aucun agrément sanitaire et social préalable à leur production, notamment quand le brevet est classifié, comme ce fut le cas pour le téflon durant la Seconde Guerre mondiale. Des brevets qui transforment nos santé et nos vies en masse colossale de capitaux sous forme de dividendes et de royalties. La santé économique des États, la puissance militaire et les intérêts des actionnaires sont des critères prioritaires au sein de toutes les sociétés capitalistes. Le respect des droits des populations ainsi que la santé des populations passent au mieux au second plan et au pire disparaissent totalement des préoccupations de celles et ceux qui accaparent le pouvoir exécutif grâce aux moyens illimités que le capital met à leur disposition. Ces nuisibles individus se leurrent de croire qu'ils ont la maîtrise des événements. Inéluctablement, ils deviendront tôt ou tard, comme nous le sommes déjà toutes et tous, les victimes des mortifères poisons durables dispersés dans la biosphère. Que le premier magistrat de France soit complice de l'omerta militaro-industrielle au sujet des agissements illégaux d'une transnationale de l'industrie agroalimentaire, cela n'a malheureusement pour moi strictement rien de surprenant. Voilà à ce sujet le visuel que j'avais diffusé il y a maintenant 12 années de cela et auquel je me suis juste permis d'ajouter la griffe radar. Pour un scandale sanitaire connu, combien d'autres resteront ignorés ? Et combien d'autres encore sont en gestation parmi les projets militaro-industriels des états-majors de toutes les sociétés capitalistes. Ces scandales à venir sont les conditions pour les États et les transnationales de leur croissance future. Cette nuisible fuite en avant militaro-industrielle leur impose d'être les premiers à exploiter toutes les éventuelles sources de revenus, qu'il s'agisse d'eau, de métaux, de gaz ou d'hydrocarbures. Qu'en est-il des potentiels gisements sous-marins de nodules polymétalliques? Les États et les transnationales sont parfaitement au courant. Ils savent que la vitale couche d'ozone de la haute atmosphère terrestre dépend de l'insolation par les rayonnements ultraviolets solaires de molécules de dioxygène et que cette réaction physico-chimique est celle qui a permis à la vie de quitter les océans pour s'installer sur la terre ferme. Sans cet ozone, O3, nous n'existerions tout simplement pas. L'amour du capital rend aveugle et sourd. Notre naturelle condition animale doit nous obliger au strict respect des conditions biologiques indispensables à notre épanouissement sanitaire et social. Le dioxygène atmosphérique était, avant l'apparition même des cyanobactéries et des plantes, d'origine physico-chimique et marine. En effet, les nodules polymétalliques, qui heureusement pour nous se trouvent encore à des milliers de mètres sous la surface des océans, sont constitués de couches métalliques concentriques, résultat de la précipitation des hydroxydes de fer et de manganèse. Ils sont donc constitués majoritairement de fer et de manganèse, mais aussi de nickel, de cuivre, de cobalt, de zinc et de bien d'autres métaux. Ces nodules polymétalliques sont le siège d'une naturelle activité électrique et génèrent une différence de potentiel de l'ordre d'une fraction de volt, suffisante dans les conditions de pression et de conductibilité des eaux océaniques profondes pour assurer une naturelle, lente et régulière électrolyse de celle-ci. La vie, originellement anaérobique, serait progressivement passée de l'anaérobiose à l'aérobiose, celle-ci étant inhibée au fur et à mesure que les océans s'enrichissaient progressivement du dioxygène dissous. Que dégageaient les réactions électrolytiques des nodules polymétalliques? Les scientifiques qui sont à l'origine de cette importante découverte ont donné un nom à ce dioxygène d'origine non biologique. Il s'agit de l'oxygène sombre ou oxygène noir. Sachant cela,
Exploiter les gisements potentiels de nodules polymétalliques, cela reviendrait à détruire l'équilibre physico-chimique naturel des océans et par conséquent atmosphérique, avec de mortifères conséquences sanitaires pour toutes les populations que l'on peut aisément imaginer. Il faut donc exiger un vital moratoire définitif sur l'exploitation des fonds océaniques et, en règle générale, sur toutes les activités minières, et dorénavant, n'admettre d'activités industrielles qu'à partir de matériaux renouvelables ou recyclés pour des productions au service exclusif des besoins de toutes les populations, et non pour satisfaire le luxe tapageur d'une minorité de psychopathes impuissants et irresponsables. Alors, n'oubliez pas notre prochain rendez-vous mensuel. Alors, tourné en direct de 19h à 20h au Café Le 2 Jazet, le jeudi 3 juillet 2025, et diffusé le soir même, avant minuit, sur nos pages Radar, Facebook et YouTube, et pour notre 168e émission Radar, et je vous dis donc à la prochaine.